Quand on a des sens qui sont bien stimulés, on va avoir des idées plus claires, des meilleures décisions, moins hésitants, plus confiance en nous. Ça va jouer vraiment sur notre mental, hein. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Les amis, vous connaissez sûrement ce dicton. Faites le métier que vous aimez et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Et si, cette année, vous faisiez de ce dicton une réalité? Pour repenser votre vie professionnelle, je vous recommande chaleureusement notre fidèle sponsor Chance. C'est bien plus qu'un bilan de compétences. En 3 mois seulement, avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs et trouver le chemin vers une vie professionnelle qui vous ressemble. Vous pourrez compter sur le soutien d'une communauté d'entraide engagée, prête à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Et le vrai plus, le parcours est finançable par le CPF. Alors, si ce message résonne pour vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur chance.co pour un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui doit l'être dans votre vie professionnelle. Nos jambes nous portent chaque jour et pourtant, elles sont souvent source de complexes et de déséquilibres. Comment éliminer la cellulite? Quel geste simple adopter au quotidien pour se sentir à la fois légère et solide dans son corps? Quid de la rétention d'eau? Comment réveiller notre vitalité? Quels sont les meilleurs accessoires amis des jambes? Ancienne danseuse, experte en biomécanique, mon invité du jour propose une méthode unique pour les tonifier, les alléger, retrouver une posture harmonieuse. Entre conseils d'exercices ciblés, massages et recommandations alimentaires, elle détaille dans son tout nouvel ouvrage intitulé « 30 jours pour aimer ses jambes », publié aux éditions Flammarion, un programme en 3 étapes pour remodeler nos jambes en profondeur et apprendre enfin peut-être à les aimer. Je suis ravie de retrouver Céline Roy dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour Anne, merci de me recevoir. Avec plaisir, comment ça va? Très bien. Les jambes, ça va? Oui, ça. Pour l'instant, ça va, tout va bien. Voilà, en général, les gens ne nous demandent pas des nouvelles de nos jambes comme ça. C'est plutôt assez rare. Et pourtant, on va en parler longuement aujourd'hui. Ton précédent livre explorait la relation au ventre. Je t'avais reçu dans un podcast qui s'intitulait « Bien dans son ventre à la ménopause ». Ici, tu as décidé de te concentrer plutôt sur les jambes. Pourquoi ce focus en fait sur cette partie du corps? Est-ce que tu as senti qu'il y avait vraiment des demandes, des besoins particuliers? Parce que tu es suivie par des dizaines de milliers de personnes. Donc voilà, tu as des retours très concrets. Oui, tout à fait. Et puis dans les cours en présentiel, c'est une demande. C'est une demande vraiment, alors, tant pour la santé globale, les jambes font mal. Alors, parfois avec la chaleur, mais pas seulement, même en plein hiver, les jambes sont lourdes. Donc au niveau santé, j'avais vraiment envie d'aider les femmes qui me suivent. Et puis au niveau esthétique, parfois elles ne plaisent pas. Ça peut être un gros complexe. L'été arrive, on n'arrive pas forcément à se mettre en short. Moi, ça me fait toujours mal au cœur quand quelqu'un me dit non, moi je reste en pantalon parce que j'aime pas mes jambes. Alors l'idée, c'est aussi comme le ventre, c'est pas d'avoir des jambes parfaites, loin de là, mais c'est d'aimer ces jambes, voilà, et de plus les cacher. Quel lien tu as, toi, avec tes jambes? Est-ce que tu as toujours aimé tes jambes ou tu as eu des périodes ou moyens? Pas du tout. Moi, ça reste un gros travail. Peut-être c'est ce que j'aime le moins, je sais pas. Mais un professeur de danse, quand j'étais arrivée à 16 ans à la barre, je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que ça a été quelque chose qui peut être traumatisant. M'a dit que j'avais des jambes trop courtes.
Alors, c'est resté en moi tout le temps. Ouais. Alors, je suis pas très grande, c'est sûr, mais vraiment un focus, c'est-à-dire je fais vraiment très attention à mes jambes. C'est quelque chose que je vais travailler. J'ai vraiment travaillé. J'avais tendance à avoir plutôt un peu de masse ici au niveau de la cuisse. Donc, j'ai vraiment travaillé pour harmoniser au maximum les jambes. Donc, c'était pas un rapport facile, mais encore une fois, moi, quand je n'apprécie pas quelque chose dans mon corps, je me le montre. Oui. Voilà. Donc, ça ne va pas m'interdire de travailler en body, en juste au corps ou en short. J'ai besoin de ça pour que, justement, j'accepte et j'aime aussi mes jambes. Pourtant, quand on te voit sur les réseaux sociaux, on se dit « Oh là là, ces jambes, quand même !» Et elles ne font pas du tout courtes quand on voit tes jambes. C'est ça qui est étonnant, même si tu n'es pas forcément, effectivement, on fait à peu près la même taille, mais on n'est pas très grande. Mais on se elles dit sont pas très longues. Ouais. Ouais. Elles sont pas très longues. Alors je pense que quand on les voit aussi, c'est vraiment aussi une posture. Oui. Je pense aussi la façon dont travailler en excentricité qui fait que souvent on me dit que je fais plus grande que ce que je suis pas. Et je pense que c'est le travail excentrique d'allongement musculaire. Dès qu'on va avoir un peu de masse musculaire. Oui. Physiquement, ça va nous tasser un petit peu. On est plus trapu, entre guillemets. Voilà. Donc, comme moi, j'avais pas de centimètres à perdre, tu es partie dans la... Voilà, je me suis dit, on va allonger au maximum. C'est ça, on est parti dans les extensions. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les fondamentaux peut-être de ta méthode? Parce que la méthode Céline Roy, c'est vraiment aujourd'hui une méthode. On en avait longuement parlé dans la première émission. On va pas refaire tout le podcast, évidemment, sur la méthode. Mais comme on va l'intégrer dans ce travail pour les jambes, c'est important peut-être que tu nous dises. Alors oui, il y a des choses qui sont indissociables en fait. C'est le petit up. Oui. Donc le petit up, c'est l'écartement des côtes vers l'extérieur qui va me permettre de lisser le ventre. Donc ça, c'est un des premiers fondamentaux. Il y a évidemment le corps droit, corps gauche qu'on peut assimiler à la contraction du périnée, mais c'est un peu plus que ça. Voilà, il y a une notion vraiment globale du corps dans ce corps droit, corps gauche, de ramener, de s'ancrer, de s'aligner, c'est-à-dire vraiment tout le corps. Et puis, il y a la pleine présence, le travail des 5 sens. Cette pleine présence qui est vraiment un indispensable. C'est-à-dire qu'avant de travailler le musculaire, je vais essayer de détendre au maximum le corps et l'esprit. Vraiment revenir au calme avant d'engager le musculaire. Voilà, c'est ce qui fait que la méthode est spécifique. C'est ces 3 choses qui sont là tout le temps, dès le début. Si on les sépare, elles ressemblent à beaucoup de choses, mais ensemble, elles font la force de la méthode. Oui, tout à fait. Alors, ce livre, il est conçu en 3 étapes. Est-ce que tu peux nous les décrire ? Et puis, peut-être ensuite, on parlera aussi de un peu de matériel, peut-être que tu utilises. Alors, c'est une méthode, on l'a dit, de toute façon, c'est dans le titre du livre, c'est 30 jours pour aimer ses jambes. Est-ce qu'il faut tout faire ce qu'il y a dedans ou il faut choisir certains exercices? Voilà, juste pour savoir. On peut le prendre de différentes façons. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup d'informations dans le livre au début, beaucoup de théories, pour que chaque élève soit autonome et éventuellement qu'on envisage de piocher pour des personnes qui sont un peu plus averties. Peut-être ça vaut le coup aussi de suivre le programme une fois, pendant 30 jours, pour voir sur l'ensemble ce que je propose. Et puis ensuite, par contre, si on le répète, on ne répétera peut-être pas les 30 cours. Il va y avoir vraiment des choses spécifiques à chaque corps à travailler. C'est ça qui est intéressant. C'est de venir définir vraiment le training de chacun. Et que l'élève soit autonome sans... Ce soit le professeur de lui-même. C'est ça. C'était un peu le pari de ce livre, peut-être plus que dans le premier. J'avais vraiment envie de donner vraiment des outils concrets pour que chacun se dise voilà, cet exercice-là, il est pour moi. Donc c'est vrai que tu l'as dit, je l'ai construit aussi en 3 cycles de 10 jours. Donc un premier cycle où, comme pour le ventre, on élimine, on va venir relancer la circulation sanguine, les fluides dans le corps. Le deuxième cycle, c'est du renforcement, mais du renforcement des stabilisateurs, pas forcément des jambes. Ce qui va entourer et stabiliser les jambes pour que je puisse redéfinir du galbe en fait dans les jambes, une harmonie dans les chaînes musculaires. Et le troisième, c'est plutôt j'affine et j'allonge par les fameuses contractions excentriques que j'utilise à travers les marches d'escalier, des choses spécifiques. Alors évidemment, aujourd'hui, on va donner plein d'astuces, de choses, de secrets, etc. Et puis Céline vous montrera quelques exercices. Pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin et donc acheter ton livre et puis se lancer dans le programme, c'est un investissement temps de combien quel temps par jour, quelle durée à peu près? Alors, je propose un exercice et un massage. Donc, je pense que
tout cumulé, on dirait au maximum 15 minutes. Voilà, par jour, voilà. Oui. Après, si on veut répéter, on a plus de temps, l'idéal, ça serait de faire 30 minutes. Voilà, pour donner un peu une idée aux personnes. L'idée, c'est un exercice en conscience, qui soit bien acquis, bien compris, bien conscient du mouvement qu'on est en train de faire. Et c'est ce qui va jouer plus que la quantité et la durée. Oui. C'est vraiment la conscience. Alors, ce que tu disais à l'instant, mais peut-être on revient dessus, ton approche, tu l'as dit, holistique, elle mêle la biomécanique, la circulation, l'équilibre postural, le bien-être émotionnel. Pour toi, ça c'est pareil, tout ça c'est indissociable? Oui. Ah oui, et puis plus j'avance, plus je suis certaine, sur mon corps et puis sur les corps que j'observe quand même au quotidien. Au quotidien. La force de l'intention, la puissance de l'intention de ce que l'on fait, la conscience va jouer peut-être 80% du résultat. Avant, je n'aurais pas dit ça. Avant, j'aurais dit il faut faire 30 fois la répétition. Oui. Elle fait partie du jeu du sport, mais elle est finalement beaucoup moins importante que la conscience, la perception fine. Vraiment la perception fine du corps, ressentir ses contours, tout ça, ça va donner un résultat. C'est pour ça que les sens, je vais beaucoup les utiliser, stimuler les sens, notamment celui du toucher. Mais c'est extraordinaire, on sent sur notre corps, ça multiplie les sensations et les résultats. Et à ton avis, quels sont les signes auxquels il faut être attentif concernant nos jambes? À quel moment on doit se dire, là, je ressens des choses, ou en termes de posture, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc quand même vigilance. Alors, on peut déjà avoir des inconforts, on a parlé tout à l'heure des jambes lourdes, et puis aussi, par exemple, si on a beaucoup de cellulite, souvent la cellulite, elle est, on pense esthétisme, mais c'est quand même une réaction inflammatoire du corps, la cellulite. Donc, c'est pas un état de bonne santé, sans inquiéter. Je veux pas inquiéter, parce qu'on en a toutes. Il y a de la cellulite, entre guillemets, normale, et puis il y a celle qui commence à être douloureuse, qui se voit beaucoup, qui peut nous dire il y a un état inflammatoire, il y a une stagnation. Si les jambes réagissent comme ça, donc souvent, plus après, elles font mal, c'est là, il faut les remettre en mouvement, il faut refaire circuler. Parce que c'est peut-être c'est peut-être un signe où notre corps ne bouge pas assez, une trop grande sédentarité, et qui peut-être emmener d'autres pathologies après. Encore une fois, sans vouloir inquiéter sur le sujet. C'est pas ça. Mais quand même, c'est un état inflammatoire. Toi, tu définis 3 types de cellulite. Comment est-ce qu'on peut les repérer? Parce qu'on a tendance déjà à les mélanger et puis à les mettre toutes un peu dans le même sac. Alors, il y a la cellulite aqueuse, c'est vraiment de la rétention d'eau. Quand on appuie, c'est vrai qu'on marque beaucoup. Quand on nous touche, ça peut être... Si on presse, ça peut être un peu douloureux aussi, la cellule aqueuse. Donc ça, c'est vraiment lié à l'eau dans le corps, une mauvaise élimination. Adipeuse, donc c'est les cellules, c'est le gras. Donc on peut, ça vient un peu faire des, comment dire. C'est comme une peau d'orange, là. Voilà. La fameuse peau d'orange. Voilà. Là. Et puis la cellulite fibreuse qui, elle, pour moi, est la plus dangereuse, c'est celle qui est donc qui a un nodule assez fort, qui est dur et qui fait mal. Et celle-ci, en fait, la cellule adipeuse est venue presser sur les vaisseaux sanguins et donc comprime et empêche toute circulation. Donc c'est pour ça qu'elle devient douloureuse et elle est compliquée puisqu'en plus le cerveau l'a déconnectée du fait de cette pression. Les récepteurs n'emmènent plus les informations, donc elle est plus reliée à notre cerveau. Donc il va falloir quand même du temps pour la remettre en circulation, puis l'évacuer petit à petit. C'est incroyable ça d'ailleurs, comme s'il n'y avait plus de lien, comme si c'était un organe qui était parti faire sa vie ailleurs. Quoi. Ouais. Et comme dans la cellule adipeuse, tu sais, il y a des récepteurs aussi de leptine qui vont donner également dans la cellule adipeuse la satiété. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est qu'on va avoir du gras, mais comme il est déconnecté, il dit plus à notre cerveau qu'on a suffisamment mangé. Donc, c'est là où tout va commencer à se dérégler. Donc, c'est quand même un problème de santé globale où il ne faut pas trop laisser s'installer ce genre de choses. Alors, on a dans l'inconscient collectif qu'une fois qu'on a de la cellulite, on peut difficilement s'en débarrasser. Toi, tu penses que pas du tout, au contraire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des choses à faire. Voilà. Alors, puisqu'on parle de la cellulite, alors on attaque un peu vite dans le truc, mais comme tu as parlé de la cellulite, est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de comment l'éliminer, puisqu'on est dessus? Alors, comment l'éliminer? Comme je disais, c'est faire circuler. Il faut faire circuler. On part de ce constat que donc, la cellule adipeuse va libérer
des cellules pro-inflammatoires. Il faut stopper ce phénomène. Oui. Pour le faire stopper, il faut circuler. Donc, ça peut être par le mouvement. On peut faire simplement des mouvements de cheville, tu vois, en bougeant un petit peu. Si vous êtes, par exemple, au bureau, on peut très bien bouger un petit peu ses chevilles, se dire, allez, je bouge, je flex, je pointe, je fais des cercles au niveau des chevilles. Oui. C'est les petits exercices aussi de relevé que je fais au début. Oui. Ça demande plus d'être un peu seul, mais des petits cercles de cheville. Et puis ensuite, donc, ça va être tous les mouvements de jambes. Ça va être les massages. Et puis, ça va être l'alimentation avec des aliments. Donc là, je me suis fait accompagner par Virginie parce que moi, je ne suis pas spécialiste de l'alimentation. Donc, c'est elle qui met les choses... voilà, correct. Moi, je connais l'alimentation comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais je ne suis pas experte, donc je m'exprime pas dessus. Mais voilà, tous ces aliments comme l'artichaut, le radis noir qui vont favoriser, qui vont drainer. Ouais. Intéressant. Alors, on était parti, je rétropédale un peu sur les accessoires. Ouais. Parce que dans ta méthode, dans le programme, il y a un certain nombre d'accessoires qui sont simples, d'ailleurs. Voilà, est-ce que tu peux nous les décrire rapidement et puis Oui. Alors, je vais essayer de me remémorer. J'aime beaucoup les accessoires. Pas forcément tous, mais en tout cas peut-être les principaux. L'accessoire m'amène toujours quelque chose en plus. Donc c'est pour ça. C'est pas simplement dire je vais travailler, c'est ludique avec un accessoire. Non, c'est que ça m'amène vraiment quelque chose. Le Magic Circle, je l'aime beaucoup, notamment pour travailler au niveau de l'intérieur des cuisses. Le Magic Circle, c'est tu vois, c'est le rond que l'on presse. Voilà, j'aime beaucoup aussi le travail avec les petits hérissons qui ont des picots. Je me souviens, tu nous en avais parlé la dernière fois, ces petits hérissons-là. Voilà. Donc on va travailler. Ça va venir en fait stimuler la circulation sanguine. Sous les coussinets, on a une pompe circulatoire. C'est vraiment intéressant d'aller chercher à appuyer naturellement les disques. Les disques, ça me rappelle beaucoup mon côté danseuse. Tout ce qui est rond de jambe, glissé, qui est très efficace sur l'intérieur des jambes. Le mini loops, ça c'est plus pour moi pour travailler le moyen fessier. Oui. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Le foam roller. Le foam roller pour masser. Alors là, il draine bien le foam roller. J'aime beaucoup. Les Américains s'en foutent de ce truc-là. C'est ça. C'est parfois un peu discuté, ce que j'entends par rapport au fascia, pour pas le blesser. Moi, j'aime beaucoup. Sur mon corps, ce que je peux dire, c'est que les massages sur le roller, par contre, je le conseillerais pas justement à quelqu'un qui a une cellulite aqueuse, la rétention d'eau. C'est trop douloureux. Il faut pas, il vaut mieux aller vers des massages drainants, c'est-à-dire des appuis sur le système lymphatique. Le système lymphatique, il est vraiment sous la peau, donc faut pas trop aller chercher en profondeur. Par contre, le foam roller, moi qui viens de la danse, j'adore parce qu'on a toujours besoin d'aller chercher le musculaire pour bien le faire récupérer. Donc, alors le foam roller, pour le décrire, c'est un espèce de rouleau, un boudin. Un rouleau, noir, noir un peu dur, voilà. Et puis on roule donc dessus en fonction des zones que l'on veut drainer ou. Et je trouve très bien, notamment pour les fessiers, parce que c'est difficile d'aller souvent masser l'arrière de nos jambes et les fessiers. Et là, on roule comme ça dessous, c'est vraiment dessus, c'est vraiment très bien. J'utilise le bâton aussi. Le bâton, c'est un accessoire que j'aime beaucoup parce qu'il vient stimuler l'organe sensoriel de la peau, le toucher. Et c'est incroyable de travailler, par exemple, les abdominaux avec le bâton. C'est un mouvement en vaut 10, quoi. Je sais pas comment l'expliquer parce que j'encourage vraiment tout le monde à faire ça. C'est vraiment incroyable. Simplement le fait d'appuyer quelque chose sur la paume de main, ça vient chercher beaucoup plus de sensorialité et on a beaucoup plus de résultats. Alors tiens, je suis en train de me dire pendant qu'on parle, on a ces fameuses jambes croisées des femmes. Parce que esthétiquement, on a notre conditionnement culturel. Une femme se tient pas les jambes forcément écartées. C'est pas seulement là pour moi, par exemple, je suis obligée. Alors c'est en rapport avec justement la taille de mes jambes. En fait, comme le fauteuil, tu vois mon genou ici, il est plus bas que mon bassin. Je peux pas être ici, comme ça. Si je suis comme ça, regarde mon ventre sort. Donc je me suis mis plusieurs fois comme ça et j'avais, tu vois, les jambes qui touchent pas par terre. Et du coup, j'ai trouvé cette solution. Mais je pourrais pas, par exemple, ça va pour cette interview, mais si quelqu'un travaille comme ça, c'est pas possible. Alors, c'est la question que j'allais te poser, parce que là, c'était l'anecdote, mais de dire, est-ce qu'il faut qu'on fasse attention à la posture des jambes au quotidien? Surtout au bureau, on est, donc en général, on a plutôt les jambes décroisées, et puis il faut que les genoux soient soit à l'aplomb des hanches, soit légèrement au-dessus.
Voilà. Et puis, donc, j'aurais un petit, un petit bloc, un petit marchepied. Voilà. Ça serait parfait. Moi, je fais 1m60, hein, donc tout le mobilier, il est plutôt construit pour des personnes d'une moyenne d'1m70. Donc, à chaque fois, il manque 10 cm. Donc, c'est rien de grave, mais il faut faire attention à ça. Oui. De même que la personne qui fait plus d'1m80 aura la même difficulté inverse. Donc, il faut essayer d'adapter, parce que ça, c'est très important. Là, ce qu'on fait avec nos jambes, on crée vraiment... dans la sacro-iliaque, en plus, une asymétrie. Donc là, on peut avoir mal au dos. Et au niveau des jambes, on voit bien que tout est fermé, tout est verrouillé, ça ne circulera pas. Est-ce que nos jambes sont aussi le reflet d'autres déséquilibres? Ils arrivent forcément en bout de chaîne. Il y a la loi de la gravité, ils portent le corps. Les jambes, les pieds, moi je regarde souvent les pieds, notamment les orteils par rapport aux chaînes musculaires et les chaînes musculaires au niveau du dos. Je demande à ce qu'on essaye d'écarter les orteils. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est le petit orteil. J'ai remarqué en travaillant avec des athlètes et des sportifs de haut niveau qui n'arrivaient plus en fait à écarter leur petit orteil parce que la chaîne musculaire dans le dos est tellement raide en fait que ça se bloque. Et tu vois, notre vieillissement, il est aussi un petit peu de tourner comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention, masser les pieds, travailler musculairement ses orteils, ses chevilles. Ça, c'est hyper important. Évidemment, étirer le dos aussi, mais oui, c'est complètement une conséquence. Mais comme nos mains. Bien sûr. Ça s'atrophie, en fait, au bout d'un moment. Tout à fait. Moi, je fais pas mal de cours sur la souplesse, arthrose main, poignet. Et on n'imagine pas le bien que ça fait d'étirer les doigts, d'étirer les poignets. On a vraiment besoin de travailler toutes nos extrémités. Y compris de marcher plus pieds nus? Pieds nus, et puis veiller aussi à avoir une marche assez parallèle, parce qu'on a tendance à laisser aller les genoux vers l'extérieur et à démuscler beaucoup l'intérieur des cuisses. Parce que les psoas, il y a une raison à ça, on le fait pas volontairement, mais comme on est de plus en plus assis, les psoas sont de plus en plus courts, et quand on est debout, le raccourci du psoas nous fait écarter un peu nos genoux. Voilà. Et donc, le psoas prend toute la charge avec le quadriceps, et les adducteurs travaillent plus beaucoup. C'est sûr que quand tu parles de ça, on a quand même le sentiment qu'il est beaucoup plus facile de remuscler les adducteurs plutôt que l'intérieur des cuisses. Les adducteurs, c'est l'intérieur des cuisses. Alors, c'est le quadriceps. Le quadriceps. Oui, voilà. Le quadriceps, du moment où on est debout. Tient tout et que voilà. Ouais. On le voit faiblir quand on est alité. C'est impressionnant d'ailleurs. Si vraiment on bouge plus, le quadriceps, on va vraiment le voir se démuscler. Mais si on se lève tous les matins, le quadriceps, quand même, globalement, il est activé. On n'a pas besoin vraiment d'avoir une grande importance, sauf quand on a des problèmes de genoux, on va remuscler. Mais l'intérieur des cuisses, c'est vraiment un groupe musculaire qui lâche. Voilà, très très fortement, notamment avec la période de fonte musculaire aussi de la cinquantaine. Hein. Ça, on le voit. Ouais, c'est terrible. Comment, alors tu parles aussi tu expliques le concept du corps droit et du corps gauche avec ces déséquilibres au niveau latéral. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne un petit peu plus? Le corps droit, corps gauche, c'est une notion en fait que j'ai mis en place pour essayer de donner de la puissance juste avant l'expiration et engager en fait le petit transverse ici du pyramidal, le petit muscle qui engage les grands droits. Donc en fait, on part du bas, on va serrer les malléoles, l'intérieur des genoux, le haut des cuisses. Donc, juste avant d'expirer, donc on va mettre une légère pression. Ça, c'est pour le côté biomécanique du bas du corps. Mais je vais demander en fait également de ressentir cette pression au niveau des hanches qui se rejoignent, les épaules qui se rejoignent, les lobes d'oreilles qui se rejoignent, tu vois. Et parfois, je mets beaucoup aussi les mains ici en prière pour que tout se rejoigne sur cette ligne médiane. Il y avait un professeur de danse classique qui me l'avait expliqué pour avoir de la puissance dans nos équilibres. Tu vois, quand par exemple on met nos mains sur le côté, faut pas essayer de mettre les mains et puis ne plus en avoir conscience. C'est vraiment une question de conscience, en fait. Il n'y a plus rien, c'est vide. Voilà. Et là, c'est juste, je me rapproche. Tu vois, c'est comme si elles étaient reliées. Je le fais avec toi. Voilà, tu vois, tu es là et c'est comme si tes mains étaient reliées au centre. Et ça change tout, en fait. On devient puissant parce qu'on va engager, évidemment. Alors, souvent, les élèves me demandent, oui, évidemment, le périnée est engagé dans ce corps droit, corps gauche, surtout le puborectal, celui qu'on arrive à contracter. Mais quand on dit périnée,
En fait, les femmes rétroversent le bassin et moi, ça, je lutte contre cette rétroversion de bassin et je préfère ce corps droit, corps gauche. Qui était pourtant hérité de la danse classique, traditionnellement. La rétro du bassin, oui, avec l'en-dehors. Oui. Elle est expliquée, cette rétroversion, parce qu'on est en dehors. Quand on est en parallèle, il n'y a pas forcément de rétroversion du bassin. Oui. Et c'est vrai que l'en-dehors, moi, je l'ai enlevé parce que ça écrase les sacro-iliaques. Enfin, ça engage le périforme, ça déclenche des sciatiques. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas ok avec mon corps, tout au moins. La rétroversion du bassin, comme c'est vrai que moi je dis non, il faut vraiment cambrer quand je fais les abdominaux. Oui, c'est vraiment quand je fais les abdominaux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens si vous voulez travailler la sangle abdominale dans cet allongement. Après, rétroverser le bassin quand on veut soulager ses lombaires, oui. C'est OK. Enfin, ça, ça dépend du but. Ouais. Ça dépend de l'objectif. Et le problème, c'est qu'on a souvent dit aux personnes de plaquer le dos en faisant des abdominaux. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Autre notion, c'est ce que tu appelles le syndrome de la fesse morte. Oui. J'allais dire de la fesse molle. Oui. On a l'impression que ça va un peu de pair. C'est ça. On parlait du relâchement musculaire à partir d'un certain âge. C'est vrai que ça peut être un peu effrayant de se dire, surtout que pour des personnes qui ont eu des corps assez athlétiques, et puis du jour au lendemain, il y a un peu cette fonte-là. Ouais. Il y a une vraie accélération. Ouais. Moi, je le sens sur mon corps. Tu le sens. Il y a une vraie accélération il faut travailler plus, ça c'est sûr. Voilà, mais tu arrives à le stabiliser? J'ai l'impression. Je le stabilise. Je le stabilise avec pas mal. En toute honnêteté, c'est vrai que parfois, il y a des groupes musculaires que je laissais. Je faisais une pratique globale. Et c'était bien, suffisant. Ouais. Maintenant, c'est vrai que je peux prendre mon élastique et dire, allez, je vais travailler mon moyen fessier. Parce que là, il a besoin. Oui, il a besoin. Et puis aussi parce que ma vie aussi a changé. C'est-à-dire que je travaille plus sur mon ordinateur. Bien sûr. Aussi. Donc, et mes enfants ont grandi, donc on est moins active. Ouais. C'est un tout aussi. Ouais. Il y a l'accélération, il y a cette périménopause, ménopause qui s'installe, mais je pense aussi notre vie. Oui. Enfin, en toute honnêteté, la mienne, tout au moins, elle a changé. Mes enfants sont grandes, tu vois, on n'a plus du tout la même vie active qu'avant. Mais moi, pour l'instant, j'arrive à pallier. Et puis, la recherche aussi, elle n'est pas forcément d'avoir mon corps d'avant. Je veux juste avoir un corps performant. Pour moi, c'est vraiment gage d'autonomie dans mon vieillissement. Je cherche pas forcément un esthétisme à tout prix. Et voilà, donc s'il y a des choses qui sont un peu moins la peau, ça, je pense qu'il y a un moment, ça relâche, on voit bien, il y a une élasticité qui est moindre. Oui. Là, je vois pas comment ça pourra pas pallier à tout. Mais rester performant, je pense que c'est largement possible. On a des beaux exemples quand même, voilà. Et on voit des résultats quand même assez rapidement quand on fait ta méthode, c'est-à-dire parce que certaines femmes qui nous écoutent, qui auraient vu aussi cette fonte musculaire en disant aïe aïe aïe, se disent j'ai plus le corps pour récupérer. Est-ce qu'on peut quand même encore récupérer ou est-ce que ça demande des efforts démesurés? Tu vois, c'est un peu le non, je pense pas le no pain no gain là. Tu vois non. Alors juste l'effort, il est dans la compréhension, dans le sens. Le petit up, par exemple, pour certaines personnes, si elles sont très toniques au niveau des grands droits, ça peut mettre un petit peu de temps parce que la tonicité et la concentrique des grands droits qui a créé le relâchement de la taille, eh bien, il nous empêche d'écarter les côtes. Donc, ça fait comme une sorte de rigidité. C'est ça. Donc, il nous faut plusieurs séances. Chez d'autres, c'est assez miraculeux. J'ai eu des témoignages en quelques semaines où le nombril se redressait. Donc, voilà, c'était vraiment... En général, maintenant, j'ai vraiment des retours sur des personnes qui pratiquent depuis 10 mois, 18 mois la VOD et qui sont vraiment, vraiment contentes. Après, c'est un travail plutôt de tous les jours, quand même. Petite durée tous les jours et surtout dans la qualité d'exécution, le sens, la conscience que l'on va y mettre. Donc, non, c'est pas... il faudra pas 5 ans et puis surtout, il faudra pas forcer absolument. Il faudra chercher à comprendre ce qui se passe dans son corps, chercher à regarder son corps et les parties qui nous déplaisent, utiliser la vue, utiliser la conscience pour aussi... j'aime bien, tu le reçois souvent dans tes émissions et j'aime beaucoup l'écouter, c'est Yann Rougier qui dit de faire de son cerveau son meilleur allié. Et c'est ça aussi, moi j'adhère complètement. On ne peut pas travailler contre son corps ou contre son esprit. Vraiment, c'est impossible. Donc il faut, si on a une partie de corps qui nous déplaît, il faut se la montrer.
pas la montrer aux autres spécifiquement, hein, mais nous. Il faut faire ami-ami avec elle. C'est ça. Et se dire qu'est-ce qu'on a envie de changer et pourquoi. Quelles sont les raisons profondes de ce souhait de changement. Parce que c'est douloureux, parce que c'est pas agréable. Quand ce souhait profond vient de nous, je suis persuadée, ça sera exécuté. Si par contre c'est pour répondre à une demande extérieure, là, ça sera plus difficile. Il faut vraiment que ça vienne de nous. C'est vraiment quelque chose qui, comment on se sent bien dans notre corps. Oui, ça. Sur la fesse morte, tu avais terminé les explications? Non, je n'avais pas. On est parti sur autre chose. La fesse molle et puis la fente musculaire. Voilà, la fente musculaire, oui. Dans le syndrome de la fesse morte, on appelle ça aussi l'amnésie du moyen fessier. Donc, c'est le syndrome, comme là, on est en position assise. On le sent, au bout d'un moment, les fessiers font un peu mal parce qu'ils sont trop étirés. On a beaucoup de poids dessus. Il y a un petit glissement en plus qui s'opère au niveau du bassin. Donc, ça vient vraiment étirer le moyen fessier. Et comme tout à l'heure pour la cellulite, au point où le cerveau déconnecte ce muscle. Donc, il n'a plus les récepteurs. Oui, ça devient une zone muette. C'est ça. Donc, quand on se met debout, le moyen fessier, c'est un stabilisateur. Alors, non seulement il fait le rebondi des fessiers esthétiquement, mais c'est surtout le stabilisateur du tronc avec le transverse. Donc, si on l'a plus, eh bien, les sacroiliacs vont commencer à bouger dans tous les sens. On va avoir mal au dos. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une urgence de retravailler ce Alors, moyen un petit fessier. exercice là que tu pourrais nous décrire sans forcément le faire, mais qui est très bien pour ce syndrome de la fesse morte là. Le moyen fessier, en fait, c'est un abducteur de la hanche. D'accord ? Donc, dès qu'on va ouvrir la hanche sur le côté, c'est-à-dire emmener sa jambe sur le côté ici, il va fonctionner. Donc, ça peut être debout, à 4 pattes, simplement le fait d'emmener le genou sur le côté. On fait juste attention à une chose, de ne pas mettre de rotation du fémur dans ce mouvement. Ouais. On fait pas ça, quoi. Voilà. Et la rotation va engager le piriforme qui, lui, proche du nerf sciatique, va risquer d'inflammer un peu cette zone. D'accord. Donc, on laisse tranquille le piriforme et on fait bien que des abductions de hanches. Et ça, si on est très assidu avec un élastique de force moyenne, on en fait une quinzaine par jour, ça marche très très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle là que tu me dis. Mais c'est pas du tout. Alors après, il faut retravailler aussi un peu la posture. Quand je dis ça, les exercices fonctionnent si on a un travail postural aussi à côté. Oui. Il faut quand même, parce que si on se tient mal toute la journée, malheureusement, les 15 exercices qu'on a fait le matin ne vont pas pallier ça. Mais si on a un bon travail postural, plus ces exercices, c'est vraiment Alors, facile. ce travail postural, justement, comment être en conscience et essayer de le faire au quotidien? Par l'autograndissement, qui est aussi une des fondations de ma méthode. Ça, c'est vraiment l'allongement de la colonne vertébrale au maximum. Et quand cette colonne vertébrale conserve ses bonnes courbures, quand même, globalement, les muscles qui vont s'attacher sur la colonne vertébrale vont être OK. Quand la colonne vertébrale commence à s'affaisser, signe de vieillissement, d'accord, eh bien, les muscles qui s'attachent sur la colonne, le diaphragme, les fessiers, tout, vont forcément ne plus avoir leur fonction. Le diaphragme, par exemple, c'est très difficile, en position assise ici, de monter et de descendre. C'est quasi impossible. Donc, on se retrouve à respirer ici par le haut et donc, on va chambouler un peu tout le fonctionnement du corps. Alors que si on a une bonne posture, mon diaphragme va fonctionner. C'est la même chose pour tous les muscles, les abdominaux, les fessiers, tous ceux qui se rattachent à cette colonne vertébrale. Donc là, il y a vraiment cette vigilance du quotidien, de la posture. Oui, ça c'est important. Qu'on n'a pas toujours, et notamment, comme tu dis, on est de plus en plus sédentaire, on est quand même très assis. Oui. Alors, pour avoir une bonne posture, c'est intéressant aussi de se mettre pieds nus, parce que sous nos pieds, on a des récepteurs. Le récepteur du tonus musculaire qui va aider les érecteurs du rachis, donc les muscles qui vont allonger la colonne vertébrale, à se mettre en route presque inconsciemment. Les érecteurs du rachis. Oui. C'est trop mignon. Érecteurs du rachis. En fait, on voit bien, c'est très visuel. C'est ça. Déjà, les mots, j'adore. Donc, ils vont se remettre, en fait. Il va y avoir un redressement. Voilà, tout le long de la colonne vertébrale, on a quand même tout ce qu'il faut à l'intérieur. Y compris marcher sur des terrains, quand on peut, un peu accidentés. Tu dis aussi sur le sable, sur la plage. C'est ça. Pour vraiment travailler cette proprioception, en fait. La sensorialité. Voilà, vraiment, ça, c'est une clé pour garder son tonus musculaire, pour garder sa posture. Et puis, la sensorialité aussi, elle va même dans
notre zénitude, c'est-à-dire que quand on a des sens qui sont bien stimulés, on va avoir des idées plus claires, des meilleures décisions, moins hésitants, plus confiance en nous. Ça va jouer vraiment sur notre mental, hein. C'est très important. Ah bah, tout à l'heure, hors antenne, je peux dire ce qui s'est passé. Avant qu'on commence, tu as dû aller chercher un truc dans ton sac. J'ai dit à l'équipe, on avait l'impression que tu étais un chat. Tu as bondi comme un félin. Tu étais bien... J'étais sur les appuis. Voilà, sur les appuis, au taquet, vigilante, souple en même temps. C'était très drôle, vraiment. J'ai vu aucun invité faire ça. Donc ça marche bien. Même pour la vie, évidemment, tous les jours. Alors, toujours dans ce cycle 1, j'affine. Tu mets en avant les contractions excentriques pour allonger, tonifier les muscles. Cycle 3. Ça, c'est cycle 3. Ouais. D'accord. J'affine, c'est la fin, justement. Ouais. Pour moi, dans mes programmes, c'est toujours à la fin. D'accord, même si on est sur les contractions, là. Hein. Oui, ouais. Contraction excentrique, c'est le cycle 3. Je ne sais pas pourquoi il est dans mon cycle 1. C'est une erreur de ma part. J'espère que ce n'est pas une erreur du livre. Non, je ne crois pas. Non, c'est vraiment je pense pas. Ça doit être, je ne sais pas pourquoi la phrase, elle est venue là. Oui, c'est les contractions excentriques. Oui, c'est une... Alors, je définis ce que c'est que les contractions concentriques, excentriques et isométriques dans le corps. Parce que pour avoir un bon training et puis être autonome dans son training, c'est important que les personnes sachent ce qu'elles sont en train de faire et pas juste le mouvement. Souvent, c'est un peu... On va donner un mouvement et on ne sait pas exactement comment on utilise ses muscles. Pour affiner notamment cette cuisse, parce que c'est vrai que certaines personnes sont assis, c'est un fait. Ils sont assis au bureau, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de travailler comme ça. Donc, je vais essayer justement d'affiner au maximum ce quadriceps. Et pour l'affiner, je vais utiliser des contractions excentriques. La contraction excentrique, c'est quand les deux insertions du muscle s'éloignent. Donc, on pourrait imaginer du coup que c'est un étirement, mais non, puisque c'est quand même ce muscle-là qui prend la charge. Dans un étirement, le muscle est passif, il s'étire. Là, il va retenir. Donc, par exemple, dans des fentes, ça va vraiment déclencher l'excentricité. Je la déclenche également par le travail de cheville qui vient de la danse, donc en étant toujours sur demi-pointe. C'est là où ça va affiner et utiliser beaucoup la chaîne postérieure. Intéressant. Donc, pour des personnes qui souhaitent vraiment galber les cuisses, affiner sans gonfler, ça, c'est parfait. Oui. Ouais, tous ces exercices du cycle 3 sont vraiment étudiés avec la marche, le mur. La marche, donc on va travailler aussi les mollets. Oui. Alors parfois j'ai des réflexions en disant oh là là, mais comme ça me chauffe les mollets, moi j'ai déjà des gros mollets, j'ai pas envie. Et en fait aucune inquiétude parce que le mollet va remonter. C'est vraiment le travail de danseuse, plutôt même classique sur pointe. Oui. Et pas d'inquiétude, le mollet reste très très fin mais solide, très fort avec cette chaîne postérieure, même si on a une sensation dans le mollet. Alors là, tu en as parlé, c'était une de mes questions. Souvent, les personnes disent j'ai des trop gros mollets ou des petits mollets rikiki. Et puis les chevilles. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler sur ces zones-là ? Alors, on va travailler par l'articulation orteil, cheville et genou. C'est-à-dire que j'ai constaté que les personnes, en fait, ont jamais de liberté dans leurs chevilles. Souvent, elles sont vraiment contraintes par les chaussures. Elles peuvent être contraintes aussi par le running. Les personnes qui font beaucoup de running, ils ont une cheville qui est quasiment plus malléable, parfois, pas tout le temps. Et donc, on redonne de la mobilité au niveau de la cheville et des orteils, ce qui permet, en fait, de faire lâcher l'articulation du genou. Comme le genou est moins sollicité, la cuisse gonfle moins, le mollet gonfle moins. Être plus dans l'allongement. Il faut redonner vraiment, pour moi, la solution, elle est vraiment de redonner de l'élasticité et de la musculation dans les chevilles. D'ailleurs, c'est un gros travail, même quand je pratique sur réformeur, c'est un des premiers exercices que je fais, c'est la mobilité et la puissance des chevilles. D'accord, donc on pourrait commencer par ça. Est-ce que le hérisson peut nous aider pour ça ou pas du tout ? Oui, on peut faire. Alors après, quand on est dessus en position relevée, ça peut être un peu douloureux parce qu'on a tout le poids. Oui. Ça dépend de notre sensibilité au niveau du fascia. Par contre, les relevés, le premier exercice du livre, les relevés ou les routines dans la salle de bain sur la fin, c'est excellent pour la cheville. Tout ce qui est travail de relever, de dérouler cheville comme ceci avec les talons, ça c'est vraiment formidable. Ça va vraiment. Les massages de la voûte plantaire, des pieds. Ouais, ça aussi. C'est important. Ouais, ça fait partie vraiment de mon vécu de danseuse. D'ailleurs, les massages, ils sortent vraiment de mon vécu de danseuse. Et puis, alors je ne sais pas si toi, tu l'as remarqué, mais pareil, à la cinquantaine, en vieillissant, le fascia plantaire, il peut être vite douloureux. On a du mal à porter des talons. Si on le masse, on peut s'enlever vraiment tout ce qui est fascite plantaire, inflammation plantaire. Il y a aussi c'est le syndrome de...
Non, de Norton, oui. C'est ça, j'ai perdu attends, le je nom. l'ai. C'est pas pas Raynaud. syndrome, c'est... tu sais, c'est quand sous la partie coussinet ici, il y a les nerfs qui sont touchés. Donc, en massant, on va libérer aussi les nerfs. Il y a tout ce qui est pin calcaneum aussi. Donc, je pensais à ça. Non, tout ça, c'est vraiment des choses que l'on voit. Mais c'était pas ça. C'est pas syndrome de Norton, c'est un autre... névrome, non? Bref, j'ai perdu le nom. Mais voilà, je sais que c'est un nerf qui est touché sous le... Voilà, et en massant, on va libérer. C'est vraiment le massage va vraiment être libérateur pour le fascia plantaire. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment important. Aussi, en massant, il y a aussi des massages pour drainer, avec le système urinaire qui est sous les pieds. Donc, c'est vraiment... en tant que danseuse, vraiment, il n'y a pas un matin où je n'ai pas massé mes pieds. Mais ça paraît logique, ils nous supportent. Alors c'est vrai qu'on les cache facilement, on ne les voit pas, mais pour moi c'est vraiment un pilier, c'est vraiment important. Il y a vraiment, et puis le pied, les doigts de pied, enfin l'ensemble du pied, quoi. C'est pas simplement une partie. Non, pas d'ailleurs, la réflexologie plantaire, ça peut être intéressant de temps en temps de faire un petit check à ce niveau-là. Tout à fait. Moi, je suis pas du tout spécialiste. Oui, je sais bien, mais je fais un pas de côté, tu vois. Je trouve je trouve qu'ils ont des excellents résultats, notamment quand on veut éliminer. Par exemple, pour tout ce qui est anesthésie générale, quand on veut éliminer, c'est souvent recommandé. Enfin, je sais qu'il y a d'excellents résultats pour éliminer, drainer le produit, justement l'évacuer plus facilement. Donc, ça peut être intéressant, quelqu'un, je ne l'ai pas noté d'ailleurs dans le livre, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Quelqu'un qui a du mal à drainer, éliminer, ça peut être aussi une solution. Un outil supplémentaire. Oui. En nutrition, qu'est-ce qu'elle propose justement, Virginie? Alors, on pourrait dire un peu les amis et les ennemis des jambes. Alors le sel, j'imagine, si on pense à la rétention d'eau. Voilà. Donc, elle draine, elle parle. Moi, j'aime beaucoup aussi dans ce discours, dans ce fameux... Drainer, c'est détoxifier, mais elle dit qu'avant de détoxifier, il faut éviter d'intoxiquer. Et ça m'intéresse, donc par des aliments, évidemment, éviter tout ce qui est aliments transformés. Éviter aussi d'être intoxiqué par l'ambiance et les produits ménagers. Tout ça va aussi peut induire... tout ce qui est perturbateur endocrinien. Peut induire. Donc ça, c'est toute la partie plutôt élimination. Dans la partie renforcement, elle m'accompagne avec tout un tas de conseils sur les protéines animales, végétales, en donnant évidemment la différence sans forcément privilégier, mais savoir que c'est pas tout à fait pareil dans le corps non plus. Et puis en troisième partie, elle est plutôt sur l'acido-basique. Voilà, garder justement un terrain non inflammatoire et essayer avec les IGBA aussi de garder une alimentation variée, saine, équilibrée, éviter les pièges, mais quand même manger de tout. Enfin, c'est quand même la solution, même pour les jambes, c'est de varier au maximum. Elle donne des plantes un peu pour le système veineux oui, alors je les ai plus en tête. Qu'est-ce qu'elle avait donné sur le programme 30 jours pour... Je pense à la vigne rouge, souvent, dont on parle. Je ne sais pas si elle en parle. Enfin, c'est vrai que c'est moins ta partie. Oui, toi, alors moi, c'est complètement. Moi. Et puis là, dans le livre, elle fait des entrées de chapitres sur l'alimentation, alors que dans le ventre, elle avait vraiment une partie un jour avec moi. Là, c'est vraiment juste des entrées de chapitres pour aider à comprendre ce qui se passe, mais c'est pas un accompagnement alimentaire. Toi, qu'est-ce qui te convient bien au niveau alimentation avec ta pratique? Alors, tu as changé des choses avec le temps? Oui. Par exemple, il y a eu une période de ma vie où je petit déjeunais, et puis naturellement, j'ai plus envie, donc j'ai arrêté de petit déjeuner, sauf pendant les vacances. Voilà, ou le week-end, mais ça se fait naturellement, c'est pas calculé, c'est vraiment quand je suis dans mon rythme de travail, je n'ai pas faim. Et quand je suis en vacances, je vais avoir plutôt faim. Donc ça, moi, je mange beaucoup de fenouil. Alors ça, c'est ton ami. Ouais, fenouil, endive, ça c'est ma grande période là, l'hiver, j'adore. C'est vraiment j'adore les légumes, donc je ne mange pas de sucre quasiment. Je fais très attention au pain que j'adore, mais si je mange du pain blanc, c'est fichu. Ouais.
C'est vraiment... Ça te pèse, t'as plus l'énergie. C'est ça. L'hypoglycémie peut être très vite là. Donc moi, je fais très attention. Même les pâtes, le riz, les pâtes, tout ça, c'est quelque chose que je mange avec... il faut que je fasse attention parce qu'après, ça me crée vraiment une hypoglycémie. Il faut que j'ai des légumes avec. Et naturellement, quand j'entends les conseils, c'est vrai que j'ai peut-être la chance d'avoir fait ça naturellement. Mais en revanche, je me prive de rien. Donc, si je suis en société, je mange absolument comme tout le monde. Et puis, mais j'ai pas du tout des goûts pour de la cuisine riche ou très simple. Je dis souvent, la semaine, c'est trop fatigant. Pour moi, c'est trop fatigant. Donc, j'essaye L'énergie, c'est quelque chose qui est plus important pour moi, peut-être, que me faire plaisir à travers la nourriture. Donc, j'ai besoin d'être en forme. C'est quelque chose le matin. D'être en mouvement. Oui, ça c'est pris. C'est ton essence. Oui, voilà. Donc, si on mange, m'enlève, donc je suis. Oui, voilà. Et si on me, pour manger gras, si je suis moins en forme et que je bouge moins, ça va pas. Ça le fait pas pour toi. Non, ça me convient pas. Le rôle de la respiration, tu parles aussi de cette respiration alternée. Quel lien, justement, elle peut avoir avec les jambes ? Alors, la respiration alternée, pour moi, c'est toujours dans mon côté pleine présence, le moment où, avant de démarrer le musculaire, je prends un temps. Et j'aime beaucoup la respiration alternée pour son côté idée claire. Je trouve qu'on en fait, je ne sais pas si tu la pratiques, mais on fait quelques cycles respiratoires et tout de suite, non seulement le mental est posé, mais on n'est pas endormi avec cette respiration. On est vraiment juste éclairé. Et c'est pile ce qu'il me faut pour actionner le musculaire. Donc, je l'aime beaucoup. Mais j'ai aussi le body scan, j'ai ce que j'appelle le tour du propriétaire. Je peux faire plein de respirations et puis différentes. Mon idée, c'est de venir poser le mental. Être en conscience. Ouais, c'est ça. Et de déposer, je dis souvent cette phrase, déposer sur le tapis tout ce dont vous n'avez pas besoin. Voilà, c'est juste ça. Et hop, ça va dans le tapis. Oui, c'est ça. Ça va dans le tapis et là, on peut commencer à travailler. Mais si on garde sa charge mentale, j'y crois pas une seconde. On n'est plus en pleine présence, en fait. Oui. Ouais. Sur la partie, il y a une partie qui est très intéressante aussi, c'est sur notre morphotype. Alors moi, ça m'a bien amusée. J'étais un peu entre deux morphotypes. Et c'est important de savoir à quel morphotype on appartient. Alors, on le sait plus ou moins parce qu'on voit bien quelle est notre forme. Mais c'est pas parce qu'on la voit qu'on en a forcément conscience et qu'on sait comment travailler avec notre forme. Ouais, j'ai décrit les morphotypes et peut-être on les mettra sur nos réseaux sociaux. Les trois morphotypes, comme ça vous les verrez. Oui, c'est à titre indicatif. Ça a été créé donc par un psychologue dans les années 40. Ça a été au départ très bien accueilli, ensuite controversé. Il faut le prendre, voilà, c'est un petit indicateur. C'est un indicateur, c'est pas c'est pas le médicament parce que je suis tel morphotype. C'est bien aussi de se dire peut-être d'évaluer notre morphotype, peut-être pas à 50 ans parce qu'il est déjà en train d'évoluer. C'est comment j'étais à 20 ou 30 ans. Je trouve que c'est important. Qui était notre base, un peu quelque part. Voilà, c'est notre base de travail qui évolue comme tout le monde. Mais par exemple, quelqu'un qui est ectomorphe, c'est ces grandes silhouettes longilignes avec des grands bras, des grandes jambes. C'est vrai que parfois, on fantasme de tous être comme ça. Mais ça, c'est un morphotype, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas tous avoir ces bras très, très fins. Des grands segments. Oui, c'est vraiment, on est quand même avec ce profil-là qui a des avantages et des inconvénients, comme il est décrit. Et donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est de dire, vous partez de ce morphotype, voilà peut-être le training et les disciplines qui vous conviennent. Et l'alimentation. Qui va en général avec. Donc, on a 3 morphotypes. Ectomorphe, c'est celui que je viens de donner, très longiligne, avec des muscles très fins, avec une prise de masse musculaire faible. Donc, qui peut engendrer des douleurs s'il n'y a pas de muscles, qui est fantasmé. Parfois, l'aspect un peu malingre, comme ça. Voilà, c'est ça. Longiligne, Ensuite, on a le mésomorphe, qui est le profil un peu standard du milieu. C'est-à-dire, là, on peut globalement faire tous les sports parce que... Assez sportif, c'est ce que j'allais dire quand même. C'est ça, qui est apte à peu près à tout, à des sports un peu de souplesse et puis d'autres moins. Et puis après, on a... Ce morphotype, il a quand même un tout petit peu plus de hanches. Un peu, voilà. Il est moins dans la longueur, plus standard.
mais qui peut aller un peu de partout dans les sports et dans l'alimentation variée. Et puis ensuite, donc l'endomorphe qui, lui, a tendance à avoir beaucoup plus de masse grasse, beaucoup plus de volume, beaucoup plus de masse également musculaire. Et quand il va travailler, il va prendre dans la rondeur. Donc là, on va aller plutôt justement vers de l'excentricité. On va aller vers aussi du cardio peut-être pour éliminer davantage. Voilà, c'était vraiment pour guider en disant voilà. Donc on a fait des tests aussi pour que les personnes arrivent à définir aussi un peu leur morphotype et ensuite leur training. Voilà, ça serait vraiment c'est vraiment intéressant et puis peut-être ça déculpabilise aussi un peu. Hein, voilà, c'est en comprendre comment on est construit. C'est aussi une prise de conscience et accepter comment je suis et comment je vais améliorer vers ce que je veux, mais ne pas fantasmer quelque chose qui n'est peut-être pas atteignable. Hein, on ne transformera pas à 1000% une silhouette. Moi, je fais 1m60, je ferai toujours 1m60. Enfin, voilà, et pour la silhouette, c'est un peu la même chose. On va juste aller dans une direction et la transformer sur notre chemin. Tiens, parlant de ta silhouette... Tu as fait un avant-après de ta silhouette il n'y a pas longtemps, là, quand tu avais 20 ans, je crois. 30, j'avais déjà mes enfants. Tu avais déjà tes enfants. Tu avais déjà une sacrée silhouette. J'avais déjà mes enfants. J'étais encore danseuse. Et à l'époque, je faisais beaucoup de hip-hop, d'acrobatie. J'adorais ça. J'avais fait un peu de cirque aussi. Et du coup, ça avait développé mes abdominaux que je n'avais pas comme ça avant, à 20 ans avec la danse classique. Mais pour ce genre de discipline, on a besoin de concentrique au niveau des abdominaux pour les acrobaties. Les acrobaties, on s'enroule beaucoup. Quand on fait des saltos, on s'enroule beaucoup sur nous. On ne peut pas faire autrement que d'avoir des abdominaux raccourcis. Et c'est ce que je voulais montrer, en fait, sur ces photos. Sur ces photos, c'était pour moi flagrant. Après, que telles photos plaisent plus que d'autres, ça c'est pas grave. Enfin, c'est de l'esthétisme. Par contre, c'est simplement dire, voilà, pour un sport, parfois, si on veut être performant dans un sport, je serais pour l'heure plus du tout capable, avec les abdominaux que j'ai, de faire un sport bondissant. Tu fais plus de salto tous les matins, non. Tu veux dire. Voilà. Là, je suis déçue quand même. Je fais plus ça. Je fais plus ça. Mais tu vois, de même qu'un footballeur va avoir des abdos évidemment concentriques. Pour adapter à son art. Voilà, adapter et c'est OK. C'est ce qui. J'essaye de véhiculer ça, ce message au maximum. J'ai l'impression que parfois on voit un corps idéal et on se rend pas compte que c'est un corps idéal pour un sport et que c'est différent d'aller chercher un corps santé. Tu vois, c'est pas les mêmes. C'est un corps fonction versus un corps santé. Voilà, c'est pas la même chose, quoi. Vraiment, et à 50 ans, j'ai plus envie d'un corps santé, moi, maintenant, à 50 ans. Voilà, je sais qu'il vieillira mieux. Disons fonction santé, maintenant. Voilà. Le froid, est-ce que c'est l'ami des jambes ? Comment est-ce que le froid peut nous aider pour... Oui. Alors déjà, dans la sensation, là, j'invite donc dans le livre, je mets des bouteilles d'eau au frais et je les pose sur les pieds. Oui, il y en a pas mal d'exercices avec les bouteilles d'eau, c'est chouette. Hein, parce que c'est assez simple à faire. C'est simple, c'est simple et ça fait vraiment du bien, rien que dans la sensation. Et puis le froid, évidemment, ça va stimuler la circulation sanguine. Ça redonne aussi de l'énergie. Il y a un côté adrénaline, des hormones qui vont être, que ce soit par les bouteilles d'eau ou par la douche froide. Et ça va donner un petit coup de fouet quand on est fatigué. Donc, et puis, c'est vrai que le programme, je l'avais créé avant l'été pour les jambes. C'est quand même idéal après des chaleurs. Mettre des bouteilles et faire des exercices avec, c'est vraiment super. Toi, tu pratiques la douche d'eau froide ou pas, ou les jambes ? Pas toujours, hein. Pas toujours. Non, pas toujours. Je le fais, quand je suis fatiguée, en fait. C'est pas quelque chose, si je sens que je suis en forme, et je pratique aussi la douche très chaude parfois le soir, hein, pour détendre mes muscles quand j'ai beaucoup travaillé. Donc j'adapte. Voilà. Je fais par contre souvent le brossage à sec. Alors voilà, le brossage à sec, autre astuce, plutôt le soir justement, tu dis en fin de journée, non ? Ouais, c'est ça. Voilà. Alors en quoi ça consiste ? Alors je brosse en fait du bas des jambes jusqu'en haut, mais je brosse. Qu'est-ce que tu as comme instrument pour brosser ? J'ai une petite brosse que j'ai. On m'en a offerte plusieurs, des brosses, et moi j'aime beaucoup quand elles sont très tendres, parce que
pour moi, c'est vraiment lié au drainage. Donc, je le fais, mais vraiment en surface. C'est-à-dire que je ne décape pas ma peau. C'est pas un gommage. C'est vraiment juste en surface pour venir chercher un peu le système lymphatique pour les jambes lourdes, justement, le soir. Je trouve que c'est hyper intéressant. À faire combien de fois par semaine? Moi, je le fais tous les soirs. Tous les soirs? Ouais. Avant la douche, je le fais systématiquement. Et après, tu sens que tes jambes sont vraiment super relaxées? Ouais, j'aime bien. Stimuler, relaxer. Stimuler, mais pas trop stimuler avant d'aller dormir? Non, là, c'est vraiment léger. C'est vraiment... c'est vraiment... Mais comme le massage de mes jambes, je le fais tous les jours, matin et soir. C'est-à-dire, je prends une douche le matin. Comment tu fais un automassage? Alors, ça dépend. J'ai plusieurs choses. Mais quand je propose beaucoup de massages dans le livre. Ça va dépendre des besoins. Globalement, si j'ai pas de besoin de spécifique, ça va vraiment être du bas vers le haut en suivant donc le chemin ici des jambes. Je termine par une petite pression éventuellement, tu vois, ici sur les ganglions lymphatiques. Et puis quand je vois que les jambes, il y a un peu de masse, ou je vais plutôt aller avec les poings et faire vraiment du pétrissage ou du remodelage. Certains appellent ça du remodelage. Oui. Toi-même. Oui. Je pense que les danseuses, on le fait toutes, danseurs et danseuses d'ailleurs, c'est hommes et femmes, c'est pas genré. Je pense qu'on le fait absolument tous. Ça permet de détendre les muscles, ça permet aussi, je pense que c'est aussi comme notre corps est notre instrument de travail en fait depuis tout le temps. C'est aussi comment dire, je veux dire quand on fait du cheval, on prépare son cheval. On le nettoie, voyez notre corps est sacré, en fait, c'est notre temple, c'est le lieu où on habite, quoi. C'est notre maison. Voilà, puis c'est lui qui fait tout, donc on prend soin de lui. Ouais. Il est pas question de pas le considérer, et ça, le massage, c'est une façon de fermer aussi le cycle de la journée. C'est vraiment un indispensable. Sur les ganglions lymphatiques, c'est très intéressant ce que tu as dit, parce que souvent on dit que cette zone-là, c'est un peu la poubelle du corps. Que parfois, en fait, c'est ça qui prend. C'est-à-dire qu'il y a des toxines, beaucoup, qui se stockent là. C'est juste ça? Ici, il y a les psoas. Le psoas, on dit aussi que c'est un muscle poubelle. Voilà, je pense. Alors, un peu différent des ganglions, mais les ganglions, c'est une zone d'épuration, de toute façon. Voilà, où on va éliminer, puis après, c'est rejeté dans le sang. Donc, on va forcément éliminer un petit peu nos déchets. Donc, c'est important. C'est important d'appuyer, de toucher. Alors, toujours en délicatesse. Et puis, le psoas, alors là, pour le coup, c'est plutôt musculaire, mais c'est vraiment important aussi, parce que je me rends compte que ce psoas trop tendu peut aussi déclencher des douleurs de ventre. Lui, s'il est tendu, il va déclencher une zone inflammatoire. Ça peut irradier dans le dos, sur les vertèbres. Il s'attache aux vertèbres lombaires, ce psoas. Il peut donner, donc, s'il tire trop, il peut déclencher une hernie discale. Parce qu'il est vraiment sur les 5 dernières lombaires. Donc, il a un rôle très, très important. Donc, il est lié au diaphragme. Donc, il est lié, du coup, à nos émotions. Parce que le diaphragme, dès qu'on a une petite émotion, il va se contraindre, étirer le psoas. Donc, c'est vraiment une zone, en effet, très, très, très importante. Tiens, puisque tu parles du diaphragme, mais on remonte un peu dans le corps, on n'est plus uniquement sur les jambes, mais on est un tout, donc forcément, c'est lié. Comment est-ce qu'on peut relaxer ce diaphragme? Alors, par la respiration? Par la respiration, Essayer de bien voir, je conseillerais aux personnes c'est ce que je corrige beaucoup, c'est pour ça que je me permets de le dire, est-ce que, quand vous inspirez, est-ce que c'est plutôt le haut qui gonfle, ou est-ce que c'est plutôt le bas du ventre qui gonfle? Et ça, il faut vraiment essayer à chaque fois. Tu vois, je viens de le faire, ça gargouille. Alors bon, chez moi, c'est un peu tout de suite, mais tout de suite, très vite. Voilà, il va pousser les viscères, il va venir masser les intestins. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Après, parfois, quand j'ai des diaphragmes qui sont bloqués par l'émotionnel, on masse, on vient chercher. C'est douloureux, mais on vient le chercher ici et on vient le masser. Et puis, le petit up, c'est vraiment un travail aussi du diaphragme qui ouvre tout ça, libère. Il tire les grands droits. Donc, au niveau musculaire, c'est intéressant, mais surtout, il libère, quoi. Ça va détendre l'estomac, parfois quand on a un point aussi ici. Donc, ça, c'est vraiment... c'est vraiment. Donc là, on le fait quotidiennement? Ah bon, plusieurs fois par jour. Et toi, tu te masses ici, là? Oui. Dans ces automassages là. Alors plus, c'est pas dans ma salle de bain, ça, mes automassages, c'est plutôt dans ma pratique quand j'enseigne. Ça, je travaille ce diaphragme, mais c'est vraiment tellement important. La respiration, c'est certes
ce souffle de vie qui rentre à l'intérieur de nous, mais que biomécaniquement, tout puisse se faire librement. Un diaphragme libre, c'est vraiment... La colonne vertébrale, pour moi, c'est l'ascenseur, tu vois, enfin, les piliers de l'ascenseur. Et puis le diaphragme, c'est la nacelle de l'ascenseur, tu vois, qui peut monter et descendre. Et après, ça brasse et ça remonte. Et ça, pour moi, c'est vraiment des essentiels. Il faut que la colonne soit auto-grandie, que mon diaphragme soit libre dans tous les mouvements. Donc, même quand je fais du renforcement musculaire intense, est-ce que vous arrivez à respirer ? Parce que quand c'est bloqué, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne biomécaniquement. Et quand on est assise comme ça ? Tout est bloqué. Bah ouais. Donc, du coup, on se retrouve avec des personnes qui ont des respirations qu'on appelle paradoxales, inversées. On est obligé de respirer ici par le haut, par l'escalène. On monte ici. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que ces muscles-là ne sont pas faits pour ça. Et puis, blocage. Donc, si blocage ici, à un niveau, on va accumuler les cellules adipeuses. Voilà, qui vont se déconnecter. Enfin, c'est reparti, quoi. Ouais, c'est parti pour le cercle vicieux. Oui. Donc, la première chose, c'est remettre du moelleux, remettre du mouvement naturel, se lever. Enfin, la position assise, elle n'est pas naturelle. On y revient toujours. Voilà, ouais. Ah oui, pour moi, on est des hyper sédentaires, on n'est pas fait pour ça. Deux choses que je combats dans mon quotidien à travers mes élèves, leur stress et leur position assise. Pour moi, quand on aura enlevé ces deux choses-là, les corps iront déjà mieux. Quand on arrive à débloquer ça, c'est vraiment deux ennemis qu'on laisse entrer. Hein. Oui. Toi qui es très, très active, parce que tu as quand même... c'est un seul métier, mais tu écris des ouvrages, tu donnes des cours, des ateliers, des stages, tu enseignes, puis les réseaux sociaux, tout ça, la communication, ça prend aussi beaucoup de place. Tu arrives à gérer le stress ? C'est pas un truc qui t'habite ? Non, j'ai pas de stress. Je suis une calme naturelle. Je l'ai toujours été. Je tiens ça de mon papa qui était comme ça, vraiment. Mais c'est un vrai calme. C'est un trop calme. Parfois, j'aimerais être un peu plus activée. Oui, parfois c'est voilà. J'aimerais bien. Je ne sais pas m'énerver. Par exemple, je ne sais pas. Donc, mes enfants me l'ont souvent dit, mais maman, essaie. Enfin, ils ont besoin de cadre aussi, les enfants. Et énerve-toi. Et j'ai pas cette fonction. Donc, tant mieux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de moi. Et j'ai pas de... Voilà, t'es en maîtrise, t'es en contrôle. C'est oui, pas forcé. Non, je fais du mieux. C'est ce que j'entends. Ouais, je fais du mieux que je peux dans cette vie-là. Voilà. Voilà, c'est bien dit. Et puis c'était aussi une bonne conclusion parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Tu proposes aussi dans l'ouvrage des routines, une routine matinale, une routine du soir. Peut-être que si tu es d'accord, on mettra un petit exercice qui sera réservé aux abonnés de la newsletter Métamorphose. On leur proposera un petit exercice comme ça si vous souhaitez aller un peu plus loin. Évidemment, le livre. En tout cas, je vais rappeler le titre. Merci infiniment d'être venu faire un tour dans Métamorphose. Et ne quittez pas parce que Céline va nous montrer quelques exercices. Voilà, on est dans le joli studio de Métamorphose. Elle a une tenue mixte, danseuse. Et rajouter la veste. Voilà, avec sa petite veste. Comme beaucoup d'athlètes, elle passe toujours de l'un à l'autre dans ton métier. Je rappelle le titre de ton dernier ouvrage, 30 jours pour aimer ses jambes, écrit, tu l'as dit, avec des petites touches de collaboration de Virginie Paré et Anne-Sophie Negroni, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.